Bonjour. L'Université des aînés propose des formations qui, vu leur nombre, ne peuvent être présentées qu'en quelques lignes. C'est pourquoi vous trouverez dans cette vidéo des compléments d'information sur les cours repris sous le titre général Apprendre à se connaître, la transition de l'animal à l'être humain. En traduisant un traité de biologie américain, j'étais fasciné par la description des comportements des animaux. Leurs manières d'agir surprennent par leur étrangeté ou par leur similarité avec les nôtres. Ainsi motivé, j'ai suivi le déroulement de l'évolution qui a conduit au cerveau humain dont les performances soulèvent des questions aussi fondamentales que le propre de l'homme, le libre arbitre et le sens de la vie. Le diaporama qui va suivre vous donnera un aperçu succinct de chaque cours. Sur le plan pratique, la durée des cours est de 2 heures, ce qui est long. Aussi sont-ils divisés en 4 parties, chacune étant suivie d'un intervalle consacré aux questions et réponses. Vous recevrez quelques jours avant chaque cours une copie PDF du diaporama et un fichier Word reprenant les commentaires. Cela vous permettra de préparer des questions. En bas à gauche, vous trouverez le titre de chaque cours, à commencer par cette diapositive d'introduction. Vous trouverez des références dans le coin inférieur droit où figure pour l'instant mon adresse email à laquelle vous pouvez me contacter si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires. L'évolution obéit à diverses lois telles que la sélection naturelle qui ne peut s'exercer que si les êtres vivants sont suffisamment diversifiés. Le monde des agents infectieux le démontre. Des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques parce que quelques-unes d'entre elles, grâce à des mutations, sont devenues capables de survivre avant ou durant le traitement. Il en est de même pour les sujets infectés. Lors d'une épidémie, l'espèce concernée sera sauvée grâce à la diversité génétique de ses membres, car certains d'entre eux résisteront. On suppose que la vie est apparue sous l'effet de forces physico-chimiques, ce qui expliquerait le caractère implacable de la lutte pour la vie, déjà relevée par Darwin. Les espèces se battent pour la nourriture, un territoire ou un partenaire de reproduction. La lutte pour la vie est symbolisée ici par ces guépards en chasse, mais aussi par le travail incessant du bousier, un coléoptère coprophage, qui rappelle le mythe de Sisyphe, condamné à pousser jusqu'au sommet d'une montagne un rocher qui ne cesse de retomber. D'un simple ganglion nerveux, comme celui d'une planaire, est devenu, après des centaines de millions d'années, le cerveau humain. On a cartographié celui-ci de manière assez précise en localisant les centres nerveux où aboutissent les informations fournies par les organes des sens ainsi que ceux d'où partent les ordres moteurs. On a également repéré les sièges des émotions, de la mémoire et du langage. Ces aires qui sont constituées des corps cellulaires, des cellules nerveuses ou neurones, forment la substance grise du cerveau. Plus récemment, les chercheurs se sont intéressés surtout aux réseaux ou connectomes qui forment la substance blanche et que l'on voit ici sur ce cliché coloré obtenu par résonance magnétique à très haut champ magnétique. Depuis 2017, cet instrument est utilisé pour le diagnostic précoce de maladies neurodégénératives et divers troubles psychiques. Le connectome consiste en axones et dendrites qui se rencontrent à hauteur des synapses. La communication entre neurones repose sur des impulsions électriques, mais aussi sur des neuromédiateurs. Ceux-ci interviennent notamment dans les émotions, le sentiment de bien-être, mais aussi les tendances aux toxicomanies. Les comportements des animaux et des humains vont de simples réflexes indépendants du cerveau aux manières de vivre conditionnées à la fois par l'hérédité,
mais aussi par la culture et les traditions. Prenons l'exemple de l'altruisme chez les animaux. Il est bien illustré par le don de sang que les chauves-souris vampires effectuent pour secourir une congénère qui n'a pas pu en recueillir elle-même. Ce geste paraît paradoxal, car il ne s'accorde pas avec le principe de la sélection naturelle. L'aide offerte coûte des ressources précieuses dans la lutte pour la vie et diminue la valeur sélective de l'individu. Quelle en est l'explication? Comme nous le verrons, la théorie du gène égoïste fournit probablement la réponse. Si la vie sociale est faite d'altruisme, symbolisé ici par le bon samaritain, une peinture de Van Gogh, elle est aussi d'agressivité. Le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz a rappelé combien les êtres humains pouvaient être sans pitié. Les animaux tuent pour survivre, mais les êtres humains tuent au nom de principes et parfois avec une cruauté difficilement explicable. Pourquoi l'humanité est-elle confrontée à tant de violence? Parmi les mammifères, les primates seraient les plus agressifs. Il est donc utile de rappeler nos origines et la place que nous occupons parmi les anthropoïdes. Nous verrons ensuite les facteurs génétiques susceptibles d'expliquer la violence. Celle-ci peut aussi provenir de vécus particuliers qui influencent l'expression de certains gènes, un processus qui relève de l'épigénétique. Les émotions contribuent incontestablement à la création de chefs-d'œuvre. Mais cette charge émotive peut être telle que le génie semble parfois proche de la folie. J'ai choisi le peintre Salvador Dali pour illustrer cette association, mais on la retrouve dans toutes les activités artistiques. Je vous en donnerai plusieurs exemples. Les bases génétiques de ces relations ont été rapportées dans des articles tels que celui dont le titre dit que certains profils génétiques de schizophrénie et de troubles bipolaires prédisent la créativité. Les émotions dépendent de la composition du génome qui module les fonctions des systèmes nerveux et endocriniens. Par exemple, on a constaté que les sentiments affectifs au sein d'un couple humain étaient renforcés sous l'effet de l'ocytocine, une hormone sécrétée par l'hypophyse. Le caractère héréditaire de certains talents ne demande pas d'études génétiques fouillées. Il suffit de penser aux familles Bach, Mozart, Strauss, etc. Ajoutons que la rationalité n'exclut pas la créativité. Léonard de Vinci était à la fois un peintre de talent exceptionnel et un ingénieur génial, sans oublier qu'il était aussi un anatomiste rigoureux. L'intelligence est incarnée par Albert Einstein. Alors que ses études n'ont pas été brillantes. Ses biographes rapportent qu'étourdi, il était incapable de suivre les cours. Il avait des difficultés d'expression et a même échoué à l'école polytechnique de Zurich. Einstein disait qu'il n'avait pas de talent, mais qu'il était seulement passionnément curieux. Cet exemple illustre la nécessité de distinguer différents types d'intelligence. Mais alors, les tests qui visent à mesurer le quotient intellectuel, le QI, sont-ils fiables? Nous verrons que malgré de nombreuses critiques, ils peuvent s'avérer utiles. Une caractéristique frappante des grands scientifiques est leur esprit d'à propos. Ils saisissent l'idée au bon moment. J'en donnerai plusieurs exemples. Louis Pasteur disait lui-même « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Rabelais écrivait « Le rire est le propre de l'homme ». Ces chimpanzés semblent toutefois le contredire. Certaines mimiques de nos animaux de compagnie sont vraiment expressives. Une caractéristique des êtres humains est le raffinement qu'ils mettent dans leur mode de vie, manger, boire, s'habiller, communiquer ou se loger.
On recherche l'excellence, si pas la perfection. L'élégance prend des formes diverses selon les époques et les cultures, comme le montre ce jardin à la japonaise. Elle s'étend également à des formes d'esprit telles que l'humour, un moyen de se distancier des aléas de la vie. Ce raffinement s'accompagne aussi d'une volonté de dépassement et même de transcendance. On pense aux religions qui pour beaucoup constituent une raison de vivre, mais elles suscitent des passions d'amour ou de haine, comme le montrent ces deux photos, l'une de Mère Teresa, qui a consacré sa vie à aider les pauvres, l'autre montrant des esclaves sexuels enchaînés au nom de l'extrémisme religieux de Daesh. C'est probablement la confrontation à la mort qui a été à l'origine des croyances en un monde surnaturel dominé par une ou des divinités. Le mysticisme, illustré ici par la sculpture du Bernin représentant Sainte Thérèse en extase, est une expérience spirituelle de communication avec une réalité transcendante. Il s'agit d'un trait psychologique dont les bases génétiques sont prouvées. Il est évident que des religions causent des guerres et infantilisent. Malgré cela, pas mal de scientifiques restent fidèles au culte de leur communauté, même s'ils ne croient pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actes des humains. Ils trouvent dans la religion la possibilité de se distancier des réalités quotidiennes. Sensibles à la poésie, à la musique et à l'ambiance des lieux de culte, ils sont attachés aux traditions et à la culture issues de leur religion. Il me semble que de tels comportements méritent le respect tant que les fidèles de cette religion ne cherchent pas à imposer celle-ci ou à freiner les connaissances scientifiques au nom de dogmes. Puisque je n'appartiens à aucune des disciplines abordées dans la présente formation, je ne pourrai m'exprimer qu'en termes simples. C'est en curieux que j'ai approché les différents sujets. J'imagine que vous l'êtes tout autant et que dès lors vous saisirez l'occasion qui vous est offerte de réfléchir au processus incroyable de l'évolution biologique, aussi bien qu'à des questions philosophiques fondamentales comme nos raisons de vivre.